Module 5. Je vous présente ici une réflexion que j'ai faite au cours des dernières années en ce qui concerne la posture thérapeutique qui devrait, à mon avis, être préconisée par le ou la thérapeute qui désire travailler à partir de l'éclairage de la théorie du fonctionnement érotique. Alors, c'est divisé en plusieurs éléments que je vous présente dès maintenant. Premier élément, faire preuve d'humilité et de bienveillance. Faire preuve d'humilité, donc, face à la complémentarité des éclairages. Comme je vous le disais au tout début de la formation, j'espère que de cette formation, vous allez tirer quelques éléments et les broder, ajouter à ce que vous faites déjà, dans une perspective où vous allez complémenter avec des idées, des approches et des théories qui sont au cœur de votre pratique. Évitons aussi de faire du cabinet un lieu d'endoctrinement, c'est-à-dire un espace où on passe nos idées et nos principes sur la sexualité ou les relations, ou je ne sais trop. Soyons bienveillants aussi face à la complexité, face au paradoxe de l'érotisme, comme on en a discuté abondamment jusqu'ici. Et soyons honnêtes face aux idéologies que nous portons et qui teintent notre travail malgré nous. Parce que faire l'effort conscient de la non-complaisance et du non-endoctrinement ne va pas empêcher nos angles morts de se manifester. Nous sommes tous, qu'on le veuille ou pas, vivants et incarnés dans une époque. Embrasser la dualité, le conflit. Je vous cite ici Kernberg. Je trouve que c'est cet homme d'âge mûr, ce psychanalyste qui continue de réfléchir, là, apparemment, qui est d'une aussi grande vivacité intellectuelle du haut de ses 90 quelques années. Donc, il nous disait en 2018 que, idéalement, le thérapeute devrait se relier à la dialectique à laquelle réfère Bataille dans son approche de toute expérience psychique. La liberté de se déplacer entre, d'une part, des périodes ancrées dans la réalité, le travail centré sur les tâches, défis et interactions du quotidien, et d'autre part, sous des conditions contrôlées, c'est lui qui le dit, il est possible de laisser aller, se submerger dans d'intenses et passionnées rencontres sexuelles, dans l'extase artistique ou religieuse, ou même dans l'intoxication imprévisible reliée aux drogues. Il s'agit d'être ouvert aux expériences extatiques, sexuelles, artistiques et religieuses. Donc, j'invite à développer cette posture interne où on embrasse le conflit et la dualité. On l'a vu qui est propre à l'érotisme. Tolérer l'inconfort. On a vu aussi combien l'érotisme met en scène toutes sortes de sentiments, dont beaucoup fort peu convenables. J'utilise l'expression d'Esther Perel ici. Et met en scène des fantasmes qui souvent sont contraires à nos principes. Donc, le travail thérapeutique, qu'il se fasse en psychothérapie ou en relation d'aide, doit, à mon avis, c'est incontournable, faire place aux sentiments contraires, aux fantasmes et aux désirs sombres. Donc, ça exige pour le ou la thérapeute une posture d'ouverture qui embrasse le plus large spectre possible de l'expérience psychique, du plus sombre au plus lumineux. Je dis que le thérapeute en sexologie doit tolérer l'inconfort. Et quand je dis résister au réconfort du manichéisme, c'est précisément ici que la tolérance à l'inconfort est primordiale. Parce que le manichéisme classerait les bons et les mauvais sentiments, voudrait les hiérarchiser et faire la même chose avec les fantasmes sexuels. Rappelons-nous qu'un fantasme sexuel raconte une histoire, celle du parcours psychique d'un individu, celle des blessures et des sentiments qui ont parsemé ce parcours. Donc, le thérapeute en sexologie, je me répète, doit savoir embrasser un large spectre de l'expérience humaine. Maintenir la pensée en action. Je l'ai dit plus tôt, je considère la thérapie comme un espace herméneutique. Donc, c'est un espace où on est davantage en recherche de sens et de vérité que nous trouvons des sens et des vérités. C'est-à-dire qu'on en trouve, mais c'est changeant.
Donc, je suis d'avis aussi qu'une posture qui considère le cabinet comme un espace herméneutique nous aide à garder à distance nos peut-être élans d'endoctrinement, ou en tout cas de faire passer nos principes et nos idéaux à travers notre travail. Je me cite moi-même ici, étant donné que j'ai réfléchi sur cette question-là, puis que je ne saurais pas vous le dire mieux qu'en me relisant. Notre travail implique d'accepter de plonger dans des sacs de nœuds, en sachant que ces questionnements sur les ambiguïtés et paradoxes de l'érotisme ne seront jamais résolus définitivement, mais que l'acte même de les réfléchir est en soi une réponse. L'action de pensée raffine les facultés de chacun pour fabriquer du sens et elle est sans cesse renouvelée. Demeurer dans l'ouverture et la curiosité. Donc, être curieux du monde de l'autre, y compris, voire surtout dans ses aspects sombres. Ça rejoint Kundera, sa réflexion sur l'art, et Stoller, sa réflexion sur l'érotisme, à propos de la posture. Kundera, précisément celle du spectateur, et Stoller, celle du clinicien. Donc, une posture qui, selon eux, devrait être une intention de connaître, une intention de comprendre, de saisir, et qui conçoit tout mode d'érotisation, ou toute œuvre d'art, si on est chez Kundera, comme une mise en forme qui est également une intention de connaître, de comprendre et de saisir. Il y a comme une mise en abîme ici. Donc, on étudie une manifestation du monde interne qui construit quelque chose, un fantasme par exemple, pour mieux comprendre et saisir un monde désorganisé. Et nous le faisons avec cette posture qui est aussi une intention de comprendre et de saisir. C'est pas pour rien que les patients, patientes, lorsqu'elles nous consultent, vont nous dire des choses comme « je comprends pas pourquoi ça m'excite. C'est plus fort que moi, mais ça m'écoeure. Ce qui m'excite me fait peur. » Parce que ils n'ont pas fait le travail pour comprendre qu'il y a dans leur fantasme ou dans leur mode excitatoire, leur mode d'érotisation, quelque chose qui a été façonné à même leur inconscient, leurs expériences significatives, autant affectives, relationnelles et que sexuelles. Et c'est précisément cette posture de curiosité face à des phénomènes parfois effrayants qui va nous aider à aider l'autre à mieux saisir aussi ce qu'il a construit. Évidemment, cette posture où on est invité donc à faire preuve d'humilité et de bienveillance, à embrasser la dualité et le conflit, à tolérer l'inconfort, à maintenir la pensée active et à demeurer dans l'ouverture et la curiosité, cette posture donc va se peaufiner au fil de notre expérience et aussi, entre autres, grâce au travail sur soi. En explorant la vie érotique de nos clientes et clients, on s'expose à des résonances, à des résurgences, voire à des sentiments troubles liés à notre propre érotisme. Pour accompagner les personnes qui nous consultent dans les recoins sombres de leur esprit, les aider à visiter des sentiments troubles comme la honte, l'hostilité, la peur, la culpabilité, il nous faut, je crois, avoir fait ce nettoyage interne, sans quoi ce sont nos propres résistances qui vont bloquer l'exploration en profondeur avec nos patientes et nos patients. Donc, j'ai abordé cette question du travail sur soi dans un chapitre de livre publié en 2021 intitulé « Être thérapeute en sexologie » où je disais ceci. L'aptitude à manœuvrer dans les sphères spécifiques de la sexualité et de l'érotisme se peaufine avec l'expérience clinique, constituant notre savoir-faire et notre savoir-être. Notre vie affective et sexuelle participe aussi au développement de ces savoirs. Nous éprouvons dans nos corps les poussées libidinales et dans nos cœurs les fougues autant que les déceptions amoureuses, mais nous devons en plus, comme psychothérapeute et ajoutons comme thérapeute en relation d'aide, développer un regard analytique sur nous-mêmes. Ainsi, se prêter à l'exercice de la thérapie personnelle semble incontournable.
Faire face à nos modes d'érotisation et aux fonctions défensives de notre sexualité, aux manifestations de notre monde pulsionnel et la confrontation de celui-ci avec nos principes. Examiner nos patterns amoureux ainsi que nos modes excitatoires, voilà entre autres ce que la thérapie sexologique permet. Elle éclaire aussi les origines de nos sentiments, réactions et comportements d'une manière qui force l'humilité devant notre prétention au libre arbitre ou chez certains d'entre nous à la construction de soi ex nihilo. Plusieurs thérapeutes accompagnés dans une démarche didactique ont témoigné de leur étonnement, parfois de leur désarroi, à découvrir leur fonctionnement érotique ou les aspects plus sombres de leur personnalité. En revanche, ils sont aussi nombreux à exprimer combien l'expérience dans le fauteuil du client et de la cliente les rend plus compétentes pour accompagner les autres. L'importance de la thérapie personnelle pour les thérapeutes est validée par les études portant sur les caractéristiques des psychothérapeutes efficaces et elle est considérée comme centrale dans la formation et le développement continu par plusieurs auteurs. Nous sommes pratiquement au terme de cette formation. Avant d'effectuer la synthèse et de conclure, et en lien avec ce que nous venons d'aborder au sujet de la posture thérapeutique et l'importance du travail sur soi dans ce métier, je vous invite à prendre quelques minutes pour réfléchir à ces deux questions. Jusqu'à quel point ai-je exploré mon propre érotisme? Que devrais-je travailler afin de mieux me connaître sur le plan érotique? Donc, vos réponses pourraient être utiles pour identifier vos besoins pour du travail en thérapie personnelle ou encore en supervision. Au choix, vous pouvez écrire vos réponses sur la plateforme Didacte ou les garder pour vous. Si vous acceptez de les transcrire sur la plateforme Didacte, c'est quelque chose que j'apprécierais parce que c'est du matériel qui pourrait être utilisé pour évaluer des besoins pour des formations à venir ou même des ateliers pour les thérapeutes en sexologie. Soyez assurés que tout ce que vous écrivez sera traité de manière absolument confidentielle et que les réponses seront anonymisées avant d'être récupérées comme matériel de recherche ou matériel pour structurer des formations futures. Alors, bonne réflexion et on se retrouve au module 6.